seems like a slab star. Membres du Cercle Noir, bienvenue à toutes et à tous. Notre histoire commence au milieu de l'été 2015 à Toulouse. Alors que les touristes et les habitants profitent du beau temps, la famille et les amis d'Eva Bourseau s'inquiètent. Elle ne donne plus de nouvelles depuis quelques jours, ne répond plus aux appels de sa mère et ne se connecte pas sur les réseaux sociaux, pourtant un de ses passe-temps favoris. Eva a 23 ans, elle vient d'arriver à Toulouse il y a 1 an et demi pour suivre des études d'histoire de l'art. Elle a quitté son cocon familial en campagne, et notamment sa mère, avec qui elle est très proche. Une maman qui va pas s'inquiéter au début du fait que sa fille lui réponde pas au téléphone parce que elles se sont disputées quelques jours auparavant. Mais depuis le 27 juillet 2015, elle semble s'être volatilisée. Sa meilleure amie, Anaïs, décide de se rendre rue Merly, là où habite la jeune étudiante. Elle arrive devant son appartement qui se situe sous le toit d'un vieil immeuble. C'est quasiment une chambre de bonne. Anaïs sonne, ressonne, et à chaque fois, il ne se passe rien. Elle va revenir tous les jours. Chaque jour, elle vient, elle sonne, et même résultat. Cependant, elle va prévenir un voisin. Un voisin qui a l'appartement juste en dessous de celui d'Eva Bourseau. Anaïs, la meilleure amie, va lui dire qu'Eva a disparu. Et donc, ce voisin va régulièrement aller toquer à la porte également. Et il va trouver 2-3 petites choses un petit peu étranges. Dès qu'il toque à la porte, il ne se passe rien. Mais juste avant et juste après, il entend du bruit. Il entend des bruits de pas dans l'appartement d'Eva. Il entend des bruits de sacs, il entend des bruits de vie, tout simplement. Il est quasiment persuadé qu'il y a quelqu'un dans l'appartement d'Eva Bourseau. Mais dès qu'il arrive pour toquer, le bruit s'arrête net. Anaïs prend contact avec la famille d'Eva, ils pensent tous que quelque chose n'est pas normal et le 3 août 2015, 8 jours après le dernier signe de vie d'Eva Bourseau, sa mère décide de se rendre à Toulouse, à l'appartement, pour essayer de comprendre ce qui se passe. La maman arrive, elle frappe à la porte de l'appartement de sa fille de toutes ses forces, elle explose la porte, elle n'arrive pas à l'ouvrir, du coup elle appelle les pompiers. Elle appelle les pompiers pour qu'ils viennent l'aider à pénétrer dans l'appartement. Les pompiers arrivent, ils défoncent la porte et ils pénètrent en premier dans l'appartement. Ils disent à la mère cependant d'attendre devant l'entrée parce que les pompiers savent que dans ce genre de situation, il se peut que la personne disparue, recherchée ou qui ne donne pas signe de vie, qu'il lui soit arrivé quelque chose tout simplement dans son appartement et il ne faut pas que le proche soit traumatisé et tombe sur cette personne en premier. Les pompiers font quelques pas et arrivent dans la pièce principale. Une atmosphère étrange règne dans cette garçonnière. Ils trouvent des sacs poubelles, de nombreux sacs poubelles avec toutes sortes de vêtements, d'affaires dedans. Ils trouvent également quelque chose qui va les interpeller, c'est de l'acide chlorhydrique. 12 bouteilles et 3 bidons d'acide chlorhydrique. Également quelque chose qui est plutôt rassurant pour l'instant, il n'y a pas d'odeur. Ils poursuivent vers la chambre, la porte est fermée, la porte qui mène à la chambre, et elle est calfeutrée de scotch sur toutes les petites ouvertures qu'il puisse y avoir, et il y a également un vêtement qui est en dessous de la porte, donc elle est complètement calfeutrée. Les pompiers vont l'ouvrir, ils vont pénétrer dans la chambre, et là ils vont tomber sur une malle blanche au pied du lit, relativement grosse, environ 1 mètre. Là les pompiers se regardent, se demandent ce que peut être cette malle blanche. Ils ont bien sûr un mauvais pressentiment, ils se fixent jusqu'à ce qu'il y en ait un qui prenne la décision et la responsabilité d'y aller. Ce pompier avance, fait quelques pas, il pose sa main sur la malle blanche, il l'ouvre et tombe sur un corps en décomposition. Le procureur est prévenu et il fait venir immédiatement un médecin légiste pour faire les premières constatations et surtout pour attester de l'identité de la victime. Le médecin se penche sur cette malle blanche et sur ce corps qui a été retrouvé et se rend compte que le corps est abîmé. Il est très abîmé.
dès qu'il regarde un petit peu la peau, les muscles, les os, en fait, tout s'effrite, tout part en fumée. Et il va se demander ce qui a pu causer ça et se rendre compte que c'est le liquide dans lequel baigne le cadavre parce que c'est de l'acide chlorhydrique. 28 litres d'acide chlorhydrique. Bien sûr, c'est un liquide qui permet de dissoudre les chairs rapidement. C'est quelque chose qu'on a vu d'ailleurs dans la série Breaking Bad, et ça on va en reparler après, dans laquelle le personnage principal, Walter White, fait disparaître un corps comme ça. Et le légiste, en fait, de toute sa carrière, n'a jamais vu ça. Il réussit quand même à apercevoir un signe distinctif sur le dos, un tatouage de chouette, et ça va être confirmé par la famille d'Eva Bourseau, il s'agit bien de la jeune étudiante. L'origine criminelle ne fait évidemment aucun doute, surtout qu'en plus, ils vont retrouver un pied de biche dans l'appartement, dans un des sacs poubelles d'ailleurs, maculé de chair et de sang. En plus de ça, quand ils vont passer l'appartement au Blue Star, vous savez que le Blue Star c'est pour détecter les traces de sang, même celles qui ont été nettoyées, ils vont retrouver en fait des traces de sang absolument partout dans l'appartement. Alors là, bien sûr, c'est l'horreur absolue pour la famille parce qu'il y a véritablement eu volonté de faire disparaître Eva Bourseau intégralement. Et d'ailleurs, va y avoir un problème pour descendre son corps et pour descendre la malle blanche parce que c'est trop lourd et l'escalier, je vous rappelle que c'est un vieil immeuble, l'escalier est trop petit. Du coup, pour pouvoir descendre cette malle, ils vont devoir purger les 28 litres d'acide chlorhydrique qu'ils vont conserver dans une autre boîte pour l'analyser. Et ils vont ainsi réussir à descendre cette malle blanche. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, le traumatisme pour la famille, c'est vraiment du jamais vu, que ce soit pour les enquêteurs, pour les médecins, pour les légistes, pour le procureur. On sent véritablement que cette affaire va prendre une tournure incroyable. Durant l'autopsie, le légiste se rend compte qu'il y a beaucoup d'hématomes. Alors certes, c'est compliqué d'analyser un petit peu le corps parce qu'il est vraiment dégradé, mais il remarque quand même des hématomes sur le bras. Il voit aussi que le nez est cassé. Le nez d'Eva Bourseau est cassé et il constate 3 traumatismes crâniens qui ont vraisemblablement été causés par le pied de biche qui a été retrouvé dans un sac poubelle dans l'appartement. Cependant, ce n'est pas ça la cause de la mort, parce que la cause de la mort, c'est l'asphyxie. Ce qui est assez terrible parce que des traces d'asphyxie, en fait, il n'y en a pas beaucoup. On pourrait penser à un étranglement, bien sûr, sauf qu'il n'y a pas vraiment de traces d'étranglement. L'asphyxie, dans ce cas-là, ça laisse présager qu'en fait, Eva était inconsciente et qu'elle a pu passer des heures à s'éteindre petit à petit et ne plus pouvoir respirer parce qu'elle était inconsciente et qu'elle avait sûrement la tête face au sol. Mais bien sûr, qui a pu commettre cette horreur? Qui a pu faire ça? Un crime mêlant violence et machiavélisme, aux influences peut-être mafieuses ou bien sûr de séries télé. Les enquêteurs se plongent dans la vie d'Eva Bourseau pour tenter de comprendre. L'enquête commence. Eva arrive donc à Toulouse 1 an et demi avant le crime. Elle vient d'une petite campagne tranquille. C'est une fille qui est magnifique, qui fait 1m70, qui attire beaucoup. C'est une mannequin, elle a la taille mannequin, elle a le physique d'une mannequin. Et quand elle va arriver à Toulouse, elle qui vient de sa petite campagne, elle va découvrir le monde des soirées, le monde des fêtes, le monde de la nuit, et tout ce qui va avec, c'est-à-dire alcool et drogue. Bien qu'elle étudie l'histoire de l'art, elle n'a pas beaucoup de cours et ses études vont passer au second plan. Elle se fait beaucoup d'amis et va rejoindre l'association étudiante des Faluchards. Les Faluchards, normalement, c'est une association qui comprend surtout des élèves de médecine et en pharmacie, mais Eva se fait beaucoup d'amis, elle arrive à rentrer dans cette association étudiante et elle va en devenir membre active. Alors j'ai fait des recherches sur l'association étudiante des Faluchards et il y en a qui la qualifient carrément de secte. Alors j'irai pas jusque là, mais c'est tout simplement une association étudiante qui organise beaucoup de fêtes, notamment pas mal de bizutage pour les nouveaux entrés, et ils poussent vraiment les soirées à l'extrême, l'alcool à l'extrême, et les drogues aussi à l'extrême. Et Eva va se prendre au jeu. Elle va être présente à toutes les soirées, elle va adorer ça dans un premier temps. Elle va boire beaucoup d'alcool, elle va se mettre à consommer beaucoup de drogue, ce qu'elle n'avait pas fait avant dans sa petite campagne, et elle va tomber dans une sorte de spirale infernale parce que les drogues, ça coûte cher. Et on va lui proposer à un moment d'en vendre. On va lui proposer de revendre de la drogue.
Elle qui, on a tous besoin d'argent, mais elle est étudiante, ça peut lui permettre de s'acheter des belles choses, ça peut lui permettre de s'acheter plus de drogue, et ma foi, c'est de l'argent facile, donc elle va céder à la tentation et accepter de revendre de la drogue. Et c'est probablement ça qui marque le début de toute cette affaire. Parce que Eva, elle va commencer à vendre cette drogue, mais elle va perdre des amis. Elle va perdre des amis qui la trouvent de plus en plus bizarre et qui la trouvent infréquentable. Parce que elles estiment que Eva traîne dans des affaires bizarres de drogue avec des gens bizarres. Donc petit à petit, elle va se retrouver de plus en plus seule jusqu'à son 23e anniversaire. Son dernier anniversaire qu'elle va en fait, et c'est terrible, qu'elle va passer seule. Parce que ses amis lui tournent le dos. Et à la suite de cette journée terrible, elle va se faire tatouer cette chouette dans le dos pour, je cite, se souvenir de cette journée de merde. C'est cette chouette qui permettra de l'identifier. L'analyse de son téléphone va mettre les enquêteurs sur une piste. Ils vont essayer de remuer un petit peu tous les messages, tous les appels qu'elle a pu recevoir, de voir avec qui elle discutait, etc. Et ils vont remarquer des messages bizarres dans la nuit du 26 au 27 juillet qu'Eva envoie à une amie. Et je cite, « À Taha, il y a des sales histoires, bref, ça me fait bader. » Les enquêteurs vont interroger les amis d'Eva au sujet de ce Taha. Et elles le connaissent. Il s'appelle Taha Mrani Alaoui. C'est un Marocain venu étudier en France les mathématiques. C'est un élève brillant, une espèce de génie des mathématiques. Et ce fameux Taha, les amis d'Eva expliquent que il côtoie Eva depuis quelques mois et qu'ils fument régulièrement de la drogue ensemble. Donc ils se mettent à la recherche de ce fameux Taha pour lui poser quelques questions. Ils n'ont pas forcément de gros soupçons sur lui au début, mais ils veulent quand même le voir. Et ils vont avoir peu de travail à faire, les enquêteurs, pour interpeller ce Taha, parce que le 5 août 2015, il se rend de lui-même au commissariat. Il a des révélations à faire. C'est un jeune homme de 21 ans qui se présente devant les policiers. Il a l'air extrêmement fatigué, il a le visage marqué, il est aussi d'une extrême maigreur. Il explique qu'il vient pour parler de l'affaire Eva Bourseau parce qu'il connaît le tueur. Le tueur, c'est son meilleur ami, Zakaria Banouni. Mais Taha avoue ne pas y être pour rien dans ce crime parce qu'il avoue que c'est lui qui a eu l'idée de le plonger dans l'acide chlorhydrique pour tenter de le faire disparaître et qu'il a en fait aidé son ami Zakaria à masquer son crime. Donc là, les enquêteurs découvrent Taha et Zach. Mais bien sûr, quel lien est-ce qu'ils avaient avec Eva Bourseau? Comment est-ce que Taha et Zach se sont rencontrés? Comment est-ce que ce petit monde fonctionne? Les enquêteurs découvrent quelque chose qu'ils vont devoir examiner. Parce que certes, Taha s'est rendu de lui-même au commissariat pour expliquer ça, mais est-ce que pour autant, il dit la vérité? Taha explique que dans la nuit du 26 au 27 juillet, Zach s'est rendu chez lui pour lui dire qu'il avait fait, et je cite, une grosse connerie, parce qu'il avait tué Eva Bourseau sous les ordres d'un autre individu qui s'appelle Guillaume, surnommé le Chinois, un gérant de trafic de drogue qui traînait avec Eva, Taha et dans tout ce petit milieu-là, parce que Eva devait 5 000 € à Guillaume le Chinois. Guillaume le Chinois, je vais très peu vous en parler dans cette vidéo parce que Taha et Zach vont le mentionner beaucoup au début de l'instruction, mais chaque mention de son nom qui est faite est un mensonge de la part de Taha et Zach pour se dédouaner parce qu'en fait, la justice et même Taha va reconnaître quelques mois après que Guillaume n'a strictement rien à voir dans cette affaire, donc je ne vais pas beaucoup le mentionner dans cette vidéo. Zach aurait alors supplié son meilleur ami de l'aider à cacher le corps et à masquer son crime. Il se serait rendu à l'appartement. Taha a eu l'idée de mettre le corps dans l'acide chlorhydrique, etc. Ils auraient voulu faire croire à une fugue au début, c'est pour ça qu'ils ont mis toutes les affaires dans des sacs poubelles. Il y en a d'ailleurs beaucoup qu'ils ont jetés. Régulièrement, tous les jours, ils viennent pour remettre de l'acide chlorhydrique parce qu'ils se rendent compte que ça prend plus de temps que prévu. Et c'est ça, notamment les bruits que va entendre le voisin. C'est parce qu'en fait, tous les jours, Taha et Zach reviennent mettre de l'acide chlorhydrique dans la malle blanche pour tenter de faire disparaître le corps d'Eva Bourseau.
et ils avaient pour projet de laisser le corps dans un fleuve ou dans une forêt pour qu'il disparaisse complètement, mais Taha vraisemblablement va changer d'avis et va se dénoncer le 5 août à la police. Avant que les enquêteurs se mettent à comprendre les liens qui unissaient Eva Bourseau avec Taha et Zach, ils interpellent Zakaria Banouni, le présumé tueur selon Taham Rani Alaoui. Et Zakaria va dire que, en effet, ils ont tué Eva Bourseau avec son ami Taha, et il va confirmer à peu près 80% de la version de Taha, sauf qu'il y a un immense détail qu'il ne va pas confirmer, c'est qu'en fait, Zach dit que c'est lui et Taha qui se sont rendus chez Eva, et ils l'ont tué tous les deux. Et Zach dit que lui avait un point américain, Taha avait ce fameux pied de biche qu'on a retrouvé dans l'appartement. Zach dit même que c'est Taha qui a porté le coup fatal. Au final, après 36 heures de garde à vue, Taham Rani Alaoui va confirmer la version de Zach. Il va dire qu'en effet, ils se sont rendus à deux chez Eva Bourseau. Ils l'ont tué à deux, sauf que Taha dit que c'est Zach qui l'a étranglée pendant 10 à 15 minutes pour la tuer, et Zach dit que c'est Taha qui l'a tuée avec son pied de biche. Donc les enquêteurs se retrouvent face à deux versions, lequel a tué Eva Bourseau, mais surtout, quels sont les liens qui les unissaient? Pourquoi est-ce qu'ils la connaissaient? Qu'est-ce qu'ils faisaient ensemble? Quel était ce petit cercle d'amis étranges sous fond de trafic de drogue? Et surtout, comment s'est déroulée réellement la nuit du 26 au 27 juillet? Ça, on va l'apprendre très bientôt. Taham Rani Alaoui et Zakaria Banouni sont tous les deux issus de familles marocaines. Taha, lui, il vient d'une famille de classe supérieure proche de la famille royale, d'ailleurs, du Maroc. Zach, lui, vient d'un milieu un peu plus modeste, mais les deux vont se retrouver autour de plusieurs choses. Déjà, leur génie, parce que les deux sont des génies des mathématiques. Et ils vont se retrouver également autour de leurs échecs. Parce que certes, ce sont des génies des mathématiques, mais ils vont tous les deux rater leurs études supérieures, parce que Taha voulait faire Polytechnique, ses parents vraiment voulaient qu'il fasse Polytechnique depuis qu'il était petit, et il va rater Polytechnique à 1/4 de point. Zakaria, lui, va rater sa classe préparatoire aussi. Donc, ils vont tous les deux se retrouver dans le fait de ne pas savoir quoi faire de leur vie, et ils vont s'unir aussi par la drogue. Alors que les deux se rencontrent à la bibliothèque à Toulouse, Taha va proposer à Zach pendant la pause de fumer un joint, et c'est là que cette amitié terrible va commencer. Donc ils vont faire des soirées ensemble, consommer de la drogue ensemble, vendre de la drogue ensemble, et vivre pleinement cette amitié toxique. C'est même eux qui qualifieront au procès leur amitié de toxique. Jusqu'à la nuit du 26 au 27 juillet 2015, où au moment du crime, Taha et Zach sont carrément en fait des toxicomanes. Limite, ils sont à un tel point de non-retour sur la drogue que les policiers les retrouvent dans un état quasiment de manque. Et il y a une thèse intéressante qui va être exploitée notamment dans le téléphone de Taha, c'est que Taha était proche d'Eva Bourseau. Zach un peu moins, mais Taha et Eva étaient potes. Et on va retrouver dans le téléphone de Taha des photos d'Eva Bourseau assez suggestives où elle est en robe, la robe remonte un petit peu, on est en fin de soirée. Et Taha, qui a pourtant une copine, on se demande pourquoi est-ce qu'il garde ce genre de photos d'Eva Bourseau dans son téléphone. Des amis d'Eva Bourseau vont confirmer que Taha était intéressé par Eva, qu'il avait essayé de sortir avec elle à plusieurs reprises, et qu'Eva n'était pas intéressée au niveau... Elle voulait pas sortir avec lui, elle l'aimait bien en tant que pote, mais elle voulait pas sortir avec lui. Du coup, elle l'envoie balader un petit peu quand Taha lui propose de sortir avec lui. Du coup, le crime aurait peut-être une raison cachée, une raison supplémentaire au-delà de celle de la vraie qu'on va voir juste après, c'est qu'au final, Taha, tellement frustré et amoureux d'Eva et frustré de ne pas pouvoir la voir, l'aurait fait disparaître. Mais après quelques mois, lors de la reconstitution et du procès, la vérité va enfin éclater. 10 jours avant le meurtre, Taha se fait voler de l'argent. Et là, il estime qu'il est dans une situation financière déplorable et il a peur que ses parents le renvoient au Maroc,
s'ils apprennent qu'ils n'arrivent pas à se gérer tout seuls. Cependant, l'avocate adverse montrera que le compte bancaire de Taha était à découvert de 128 €, ce qui n'est pas non plus le bout du monde et qui explique mal le fait de tuer Eva Bourseau et de la mettre dans un bain d'acide chlorhydrique. Et Taha va expliquer qu'en fait, ils étaient tellement sous un effet de drogue que la drogue amplifie tout et qu'elle altérait son discernement. C'est bien sûr sur ça qu'ils vont jouer pour essayer de diminuer leur responsabilité dans ce crime. Et que sous l'effet de la drogue, que ce soit lui ou Zach, il faisait n'importe quoi et que même si son compte n'était à découvert que de 128 €, dans son esprit, c'était la fin du monde et il fallait qu'il trouve de l'argent tout de suite. Taham Rani Alaoui appelle alors Guillaume le Chinois, qui est celui qui fournit un petit peu toute la bande en drogue, et Guillaume lui dit que Eva lui doit 900 €. Et alors là, Taha a l'idée d'organiser un cambriolage chez Eva Bourseau pour lui voler ses 900 € parce qu'il sait qu'elle les a chez elle. Et pour l'aider à organiser ce cambriolage, Taha demande de l'aide à son meilleur ami, Zakaria Banouni. Donc à la base, ça part d'un cambriolage. Selon eux, ça part pas d'une volonté de meurtre direct. Et Zakaria va dire qu'il va accepter d'aider Taha parce qu'il veut pas voir son ami repartir au Maroc. Il tient trop à son amitié avec lui et il veut absolument l'aider à se refaire en termes d'argent pour lui permettre de rester en France et qu'ils puissent continuer à vivre leur amitié. Le 26 juillet 2015, les deux amis se retrouvent chez Taha, ils prennent des amphétamines et des parachutes de MDMA et là, ils commencent à planifier leur cambriolage et ils décident de se rendre chez Eva Bourseau aux alentours de 22 h. Ils pensent qu'Eva est partie en soirée et donc qu'elle n'est pas chez elle. Ils sonnent et le problème, c'est que Eva Bourseau répond. Elle est bel et bien chez elle. Donc là, ils ne disent rien et ils rebroussent chemin. Leur plan tombe à l'eau, ils vont manger un kebab, c'est ce qu'ils expliquent. Et là, ils réfléchissent et ils se disent qu'est-ce qu'on fait? Et ils décident d'attendre quelques heures, 1 heure ou 2 du matin, parce qu'ils connaissent Eva et ils savent que ça lui arrive de sortir beaucoup plus tard, au milieu de la nuit, pour aller en soirée. Ils y retournent à 1 heure du matin. Le problème, c'est que Eva répond une nouvelle fois, elle est chez elle. Et cette fois-ci, ils décident quand même de monter dans son appartement. Et là, ils vont passer la nuit tous les trois. Eva, Taha et Zach. Ils vont fumer de la drogue, ils vont regarder des documentaires animaliers, c'est ce qu'ils disent. Ils vont discuter un petit peu de la pluie, du beau temps. Et Taha et Zach se lancent des regards régulièrement. Ils se disent, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on la cambriole? Elle est là, on peut pas. Et ils ne savent pas vraiment s'ils vont avoir le courage de faire ce cambriolage, parce qu'une fois que Eva est présente, bien sûr, c'est beaucoup plus difficile et ça implique le fait de la violenter et de la cambrioler sous ses yeux, donc de la mettre hors d'état de nuire. Et là, à 5 h du matin, Eva veut aller se coucher. Donc elle invite Zach et Taha à quitter son appartement, ce qu'ils vont faire. Ils vont quitter l'appartement. Eva va se coucher, Zach et Taha s'en vont, ils font 100 mètres, 150 mètres dans la rue, il est 5 h du matin, et là, Taha va dire, et je cite, « Je ne peux pas ». Ça va être une phrase qui va être interprétée soit comme « Je ne peux pas le faire »,« Je ne peux pas la cambrioler, je ne peux pas lui faire du mal », ou alors « Je ne peux pas partir sans cet argent, je ne peux pas partir sans l'avoir cambriolé ». Ils réfléchissent, et vraisemblablement, c'est Taha qui prend la décision, qui tourne ses pieds et qui retourne à l'appartement d'Eva Bourseau. Là, les deux amis sont déterminés, ils expliquent qu'ils rentrent dans une espèce de transe, notamment à cause de la drogue, selon eux. Ils reviennent chez Eva Bourseau, ils ressonnent chez elle, ils prétextent peut-être avoir oublié quelque chose. Ils montent, elle ouvre la porte, et là, c'est terminé. Ils basculent dans une autre dimension. Zakaria la frappe à plusieurs reprises avec un poing américain. Il explique que Eva crie et qu'elle essaie de s'échapper, mais donc il la maintient au sol. Et Taha a son pied de biche. Taha a son pied de biche, il demande à Eva où se trouve l'argent. Eva dit que l'argent se trouve derrière le canapé. Le problème, c'est que en arabe, canapé veut dire fauteuil. Donc Taha va voir derrière le fauteuil, l'argent n'est pas là, et encore une fois, il est encore plus dans cette transe, il a son pied de biche et il va asséner 3 gros coups à la tête d'Eva Bourseau. Eva est au sol, elle ne bouge plus. Taha va finalement voir derrière le canapé, là il trouve l'argent, il compte les billets alors que Eva Bourseau gît sur le sol.
Et là, ils descendent et ils commencent à réaliser ce qui vient de se passer. Taha explique qu'il vomit partout dans les escaliers. Et au cours des jours qui suivent, ils commencent à mettre leur plan en place, à acheter l'acide chlorhydrique. Il y a beaucoup de caméras de surveillance qui les verront acheter l'acide chlorhydrique, jeter les sacs poubelles pour la thèse de la fugue, etc. Mais Taha Amrani Alaoui changera d'avis quand il se rendra au commissariat le 5 août 2015, alors qu'il aurait pu fuir au Maroc, parce qu'il a un passeport marocain. Il va expliquer, il va se rendre d'ailleurs au commissariat avec sa petite amie, parce que voilà, il explique qu'il ne peut plus tenir, et à la suite de ça, va se lancer l'instruction. Ça, l'histoire que je viens de vous raconter, l'histoire finale, c'est celle qui a été donnée au procès, c'est vraisemblablement ce qui s'est passé, et à la suite de ce procès, 2 ans après, Taha Amrani Alaoui est condamné à 30 ans de prison, et Zakaria Banouni à 25 ans de prison. Je vous invite à me laisser un commentaire sur ce que vous avez pensé de cette affaire. Pour moi, ça a été la plus difficile à traiter. Je sais pas pourquoi, ça fait des jours que je travaille dessus et je vais pas dire que cette affaire m'a traumatisé, mais j'ai eu du mal à continuer les recherches parce que je connais très bien ce monde étudiant, ce monde d'associations étudiantes, de fêtes, etc. Et je sais pas, je m'identifie à elle, je sais pas. Cette histoire me hante un petit peu, je vais pas vous mentir, depuis quelques jours. Donc voilà, peut-être que j'en parlerai plus dans une vidéo FAQ de comment est-ce que je gère et comment est-ce que je ressens toutes ces affaires criminelles, on verra. En tout cas voilà, c'était l'affaire Eva Bourseau, qu'elle repose en paix, c'est du jamais vu en France. Donc si jamais vous avez des informations supplémentaires aussi sur l'affaire que je n'ai pas mentionné, évidemment je peux pas tout dire, donc il y en a plein que j'ai pas mentionné sûrement, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne, c'est très important. Laissez un petit commentaire, un petit like, etc. Et puis on se retrouve très bientôt pour un nouveau dossier. Prenez soin de vous, salut à tous.